Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Alors janvier, c'est un mois étrange. C'est le mois des bonnes résolutions. On voudrait croire qu'on redémarre à zéro, qu'on est plus volontaire. Mais voilà rapidement, on réactive de vieux schémas très familiers. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que la machine cognitive n'a pas été reprogrammée miraculeusement entre les réveillons. Alors on a beau y croire, croire qu'on choisit librement, croire qu'on est rationnel, croire qu'on se connaît. Mais le plus grand biais cognitif de tous, c'est de croire qu'on n'en a pas. Aujourd'hui, dans les biais dans le plat, on explore pourquoi on se ment souvent à soi-même, surtout en janvier. Pourquoi il est si difficile de voir ses propres biais même avec les meilleures intentions du monde et donc de lutter contre leurs effets. Au sommaire de cet épisode, je vais vous montrer pourquoi notre cerveau joue factuellement mais involontairement contre nous. Je vous expliquerai rapidement comment notre cerveau s'est construit au service de notre sécurité et pas de notre lucidité, puis je vous donnerai ensuite quelques clés pour commencer à reprendre la main sans s'épuiser. Dans la première partie, je vais vous apprendre à mieux comprendre le mode mental automatique dont la mission est l'économie d'énergie. On veut tous mieux se connaître. Mais se connaître, ce n'est pas juste avoir lu un livre de développement personnel ou fait un bilan de compétences. Mieux se connaître, c'est accepter de voir comment fonctionne notre cerveau au quotidien, en particulier quand on n'y fait pas attention. Nous prenons plus de 35 000 décisions par jour, mais nous sommes soumis à plusieurs centaines de milliers d'informations, voire des millions. Pour notre bien, notre cerveau traite l'immense majorité des décisions, plus de 90 voire 95%, en mode automatique. Pour ça, il doit être rapide. Il doit simplifier au maximum pour économiser de l'énergie. Et ce mode mental repose sur 6 caractéristiques très utiles, mais souvent trompeuses. Caractéristique numéro 1, notre cerveau adore la routine. Les habitudes, puisque la nouveauté favorise la peur. Caractéristique numéro 2, il favorise la persévérance, voire l'obstination, provoquant ainsi une résistance au changement. Caractéristique numéro 3, il adore la simplification. Mais attention, les raccourcis mentaux fonctionnent très bien dans des situations courantes, un peu moins dans des situations complexes. Quatrième caractéristique, il s'accroche à ses certitudes, quitte à générer de l'intolérance ou des erreurs d'interprétation. Caractéristique numéro 5, notre cerveau fonctionne par empirisme. Il reproduit systématiquement ses expériences passées. Et finalement, caractéristique numéro 6, il donne à l'image sociale une importance exagérée et est prêt à tout pour ne pas mettre en péril notre place dans le groupe. Ce mode automatique est efficace et globalement fiable pour prendre des décisions simples, mais pas toujours, voire rarement, pour prendre des décisions inclusives, nuancées ou auto-analysées. Il est parfait pour survivre dans la nature, beaucoup moins pour décrypter les dynamiques de genre, de pouvoir ou de diversité dans un comité de direction par exemple. Mais pour mieux comprendre ces automatismes, il faut que je vous en dise un peu plus sur comment notre cerveau s'est construit en plusieurs milliers d'années, autour de notre sécurité et pas de notre lucidité. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Ce n'est pas de la mauvaise foi que de ne pas repérer ses propres biais cognitifs. C'est difficile parce que le cerveau fait tout pour nous protéger. Comme je vous le disais à l'instant, il ne cherche pas la vérité objective, la lucidité, mais ce qui permet de tenir debout son trot d'effort, la sécurité. Et pour cela, il s'appuie sur 4 formes de gouvernance mentale, des modes de fonctionnement hérités de milliers d'années d'évolution. L'approche neurocognitive décrit précisément ces structures mentales qui influencent nos décisions, nos jugements et nos interprétations à tout moment. Il en existe 4. 3 sont automatiques, une seule est réellement adaptative. Première gouvernance, la gouvernance instinctive. C'est la plus archaïque, celle qui gère la survie individuelle, physique. Fuir, lutter, mais aussi manger et boire. Lorsqu'elle est activée, le système nerveux prend les commandes et toute nuance disparaît. Notre cerveau voit tout comportement inhabituel comme une menace, toute personne hors norme comme à mettre sous surveillance.
C'est le règne du biais de négativité et cela renforce nos comportements de fuite, de lutte ou d'inhibition. Deuxième gouvernance, la gouvernance grégaire. Apparue au moment de la sédentarisation des hommes, la gouvernance grégaire est fondée sur un rapport de force instinctif au service de la survie collective. C'est elle qui pousse à chercher sa place dans le groupe par l'alignement, la loyauté, mais surtout la peur du déclassement. Quand elle pilote les interactions, c'est pour garantir que rien ne dérangera l'ordre établi. Elle renforce, parmi tant d'autres, les biais d'affinité, l'effet de halo ou le biais d'autorité, autrement appelé biais du chef. Troisième gouvernance, la gouvernance émotionnelle. Elle émerge pour s'adapter aux effets normatifs de nos codes sociaux. Ça paraît un peu compliqué, mais bon. Elle a une mission de régulation et d'acceptation de la situation. Elle porte en elle les fondements du monde juste. Ne pas respecter l'ordre social, c'est rompre l'équilibre. Elle alimente donc le biais de conformité et surtout la peur de sortir du cadre. C'est dans la gouvernance émotionnelle qu'on trouve les fondements des préjugés apparus pour renforcer la prédominance des groupes. C'est la femme modeste, l'invisibilité pour ne pas devenir tentatrice, c'est l'homme fort, capable de défendre son territoire. C'est le besoin impérieux de réseaux, affinitaires, communautaires et sociaux. La gouvernance émotionnelle, c'est deux types de cadrage contradictoires. Ce que je dois faire de bien pour agir au sein de mon collectif de vie et ce qui me procure du plaisir. Autrement dit, un savant mélange d'individuel et de collectif qui ne favorise absolument pas la diversité spontanément. Et quand ces trois gouvernances fonctionnent ensemble, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un pilotage automatique très bien huilé qui croit faire au mieux en répétant les mêmes schémas. Et puis finalement, il y a la gouvernance adaptative. Celle-là est différente. Elle seule permet de prendre du recul, d'observer au lieu de juger et de choisir plutôt que de réagir. Mais elle demande plus d'énergie. Elle ne s'active pas naturellement, elle se travaille. Et c'est là tout l'enjeu. Tant que les gouvernances automatiques pilotent les décisions, les biais restent invisibles. Ils ne sont pas vus comme des filtres, ils sont vécus comme des vérités. Donc non, ce n'est pas qu'il est difficile de repérer ces biais cognitifs quand on manque de courage. C'est difficile parce que notre cerveau croit bien faire. Il cherche à protéger, à simplifier, à garder le cap connu. Mais au lieu de garder le cap, se laisser piloter par ces biais cognitifs peut nous faire dévier de notre propre route. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à reconnaître quand ce pilotage automatique devient un frein pour pouvoir reprendre les commandes. Dans cette troisième et dernière partie, je vais vous montrer comment reprendre les commandes, justement, petit à petit, sans vous épuiser. Nous l'avons vu dans les deux premières parties, si le cerveau nous ment, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous faire du bien, en tout cas selon ses propres critères. Et ces critères sont simples. Survivre, aller vite, répéter ce qui a déjà marché. Le problème, c'est que ce qui nous protège nous fige aussi, et qu'à force de répétition, nos biais deviennent invisibles. Ils prennent la forme d'une évidence, d'une intuition, du bon sens. Nos décisions sont souvent justes, parfois fausses. Dans sa mission de survie, le cerveau exacerbe nos peurs pour se simplifier la tâche. Mais la peur n'est qu'un signal, et pas uniquement un signal à ne pas faire. Le cerveau a peur de l'inconnu, du changement, du jugement des autres. Il transforme cette peur en stratégie automatique. Contrôler, comparer, se conformer, se refermer. Mais la peur peut aussi devenir un levier. Si vous nommez votre peur, vous serez capable de ne pas la laisser décider à votre place. Vous ne la ferez pas totalement disparaître, mais vous apprendrez à comprendre son origine et à la maîtriser. Autre moyen de reprendre la main sur votre vie, dans les moments de tension, quand tout s'accélère, le cerveau bascule en urgence. Alors quand ça déborde, écrivez. On l'a vu, le cerveau sous pression a tendance à court-circuiter le raisonnement. Il choisit le plus simple et sûrement pas le plus juste. La seule manière de reprendre un peu d'espace mental, c'est d'arrêter le mouvement. Et pour ça, l'écriture est un outil redoutable. Écrire, c'est ralentir sa pensée. C'est sortir de l'émotion brute pour la nommer, c'est déplacer l'énergie du système nerveux vers le cortex. Et pas besoin d'écrire un journal intime, juste quelques lignes. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes en train de réagir ou de choisir? Vous verrez, une fois couché sur le papier, ce qui vous générait tant de stress semble généralement beaucoup plus abordable.
Dernière astuce pour dompter votre cerveau, ne visez pas trop loin. C'est une astuce centrale. Les petits pas, c'est la voie du cerveau. Car changer, ça n'est pas tout transformer d'un coup. C'est étendre progressivement son spectre d'action. Apprendre à répondre différemment, à observer ce qui déclenche, à dire une chose qu'on n'aurait pas osé dire hier, à poser une question au lieu de trancher. Chaque petit pas reconfigure votre façon de voir les choses. Pas besoin de renverser son système de gouvernance du jour au lendemain, au contraire. Mais on peut créer une fissure dans nos certitudes. Ces certitudes qui sont le terrain de jeu préféré de notre biais de négativité. Et à cet endroit, là, vous pourrez vous entraîner à faire autrement. J'ajoute 2 principes fondamentaux à garder à l'esprit si vous voulez avancer dans cette quête de la tranquillité d'esprit. Premier principe fondamental, l'échec fait partie du mouvement. Le cerveau automatique déteste l'échec. Il le perçoit comme une menace. Alors, il préfère ne pas tenter ou ne pas voir. Mais en gouvernance adaptative, l'échec n'est pas un signal d'alerte. C'est un point d'appui, un retour d'information sur une tentative d'action. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les échecs, c'est de les intégrer dans un mouvement positif et d'en faire un indicateur, pas une conclusion. Puis, deuxième principe fondamental, hacker votre cerveau, ça n'est pas lutter, c'est reprendre les commandes. Ce n'est pas se battre contre lui et surtout pas essayer de se battre contre lui en permanence. C'est redéfinir vos objectifs clairement dans des moments qui sont pour vous très importants. C'est peut-être un entretien de recrutement, une réunion ou un rendez-vous personnel. Mais n'imaginez pas tout changer d'un coup de baguette magique, on l'a vu au début de cet épisode. 90 voire 95% de vos décisions sont prises en mode automatique. Si vous musclez votre gouvernance adaptative, vous pourrez gagner 10 à 20 points, et ce sera déjà fantastique, mais jamais tous. Et c'est tant mieux, car votre cerveau c'est déjà en l'état 20% de votre consommation d'énergie quotidienne. Alors allez-y doucement. Observez au lieu de juger, écrivez au lieu de réagir, essayez au lieu d'attendre. Ce n'est pas une performance, c'est un entraînement, inconfortable parfois, mais profondément libérateur. Alors en conclusion, nous ne sommes pas dépourvus de lucidité, nous manquons de temps et d'énergie pour la faire exister. Repérer ces biais, c'est comme tenter de lire l'étiquette depuis l'intérieur du bocal. Ça demande un effort, mais surtout un décalage, un pas de côté. Et ce pas de côté, notre cerveau ne l'aime pas trop. Il préfère la ligne droite, ce qu'il connaît, ce qu'il peut prédire, ce qui le rassure. Mais ce qu'il connaît, parfois, nous limite. Ce qu'il peut prédire, souvent, nous enferme, et ce qui le rassure, nous empêche d'évoluer. On ne devient pas lucide en lisant un livre, on ne devient pas adaptatif en écoutant un podcast, on le devient en s'entraînant à interrompre la boucle. Une première fois, puis une autre, puis encore une fois. Avec curiosité, mais surtout sans jamais croire qu'on en aura fini parce que le cerveau, lui, n'en finit jamais de nous protéger. Et si vous voulez tenir vos bonnes résolutions cette année, il faut hacker vos automatismes. Faites-en une routine, simple à comprendre pour votre cerveau, et pourquoi pas en vous appuyant sur ses bénéfices directs et forts comme votre image sociale. Mais surtout, le plus important, posez-vous de petits objectifs, jamais de trop grands, pour ne pas effrayer votre cerveau. Alors merci d'avoir écouté cet épisode des Biais dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.